Messieurs, dames, nous y sommes. 25 septembre 2024, 21h49, à l'heure où vous regardez cette critique sur Twitch. Pour les autres, évidemment, ce sera sur YouTube, sur la chaîne secondaire. Je ne peux pas faire comme Adam Driver et arrêter le temps, mais en tout cas, je peux vous le donner. Nous sommes le 25 septembre 2024 et le film que j'attendais le plus de l'année est sorti. Megalopolis de Monsieur Francis Ford Coppola est enfin sorti sur nos écrans. Après avoir entre autres été au Festival de Cannes, ma plus grosse attente de l'année avec Alien Romulus, donc ça va être très 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 intéressant, je pense, d'en parler. Il y a énormément de choses à dire sur Megalopolis. Et alors, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de choses à dire avant même d'arriver à parler du film en règle générale, parce que la genèse du projet est hyper intéressante. La manière dont ça a été fait a été hyper intéressante. Ce sera une critique sans spoil. Pourquoi ? Parce que j'ai adoré le film, et même si je ne l'avais pas autant apprécié, je vous aurais conseillé d'aller le voir. C'est un moment de cinéma. C'est un ovni, c'est un extraterrestre, ça déconcerte, ça décontenance, c'est assez stupéfiant, c'est un véritable extraterrestre qu'on vient de voir. C'est vrai que c'est un film très particulier qui plaira pas à tout le monde. Personnellement, j'ai passé un pur moment de cinéma, mais c'est aussi et surtout un film qui sera peut-être le dernier de Francis Ford Coppola, je crois 83 ans maintenant, un film comme on en voit rarement. Je ne vais pas dire qu'on n'a jamais vu, mais un film comme on en voit vraiment rarement, une espèce de film de science-fiction épique, antique, comme une sorte de fable péplum moderne. Enfin, c'est extrêmement riche, extrêmement dense, extrêmement créatif. 85 ans. Alors attendez, je vais regarder ça. 85 ans pour le Francis. Il a 85 ans, effectivement. Il est du 7 avril 1939. 1939. Francis Ford Coppola, donc 85 ans. Et c'est aussi pour ça, justement, moi, que je fais cette critique sans spoiler, parce que, justement, c'est un film qui mérite d'être vu pour Monsieur Francis Ford Coppola, qui est un réalisateur visionnaire, qui nous suit depuis des décennies. Hein, au cas où vous êtes passé à côté de Francis Ford Coppola, c'est juste la trilogie du Parrain, c'est juste Apocalypse Now, c'est juste Dracula, c'est juste maintenant Megalopolis. Enfin voilà, il a eu une diversité énorme, pour ne citer évidemment que ces films-là. Et je pense que c'est un film qui mérite d'être vu pour l'hommage au réalisateur. C'est un film qui mérite d'être vu pour son casting, pour sa créativité, pour son originalité, pour sa jeunesse, pour tout ce qui a été l'envers du décor, puisque ça a été un parcours de force énorme, et aussi, et là effectivement je donne mon avis, pour le résultat final, qui est un film, une expérience utopique cinématographique exceptionnelle. Dans son visuel, dans ses décors, dans son acting, t'as parfois l'impression d'être à l'opéra, t'as parfois l'impression d'être au théâtre. Je sais pas si ceux qui ont vu le film ont repensé la même chose, notamment dans l'acting, mais aussi dans la manière de filmer ou dans le côté tout à fait démesuré qu'on peut avoir, même dans le jeu par moments des acteurs et des comédiens qui est peut-être un peu too much, peut-être un peu surjoué, mais c'est très théâtral, très opéra. Enfin voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui se veut finalement de l'ordre antique, puisque de toute façon c'est un film qui va énormément se rattacher à l'Empire romain, etc., et à tout ce qu'on y faisait à l'époque. Je vous donnerai le synopsis plus tard et vous allez comprendre. Donc on a ce côté ultra grandiloquent, ultra démesuré que pouvait avoir cet empire-là, qui est remis au goût du jour dans une idée moderne aujourd'hui. D'un point de vue photographique, musical, enfin voilà, c'est une expérience cinématographique monstrueuse qui plaira pas à tout le monde, parce que c'est vrai que c'est un cinéma assez particulier, mais qui, moi, m'a énormément convaincu. Alors, pour revenir un petit peu sur la genèse, alors que je prends une petite lampée de thé, n'hésitez pas à vous servir quelque chose si vous êtes devant le live et que vous passez un bon moment, à vous servir un café, un thé, un Jägermeister, mais avec modération évidemment, une petite binouse là aussi avec modération, ou le bien-être des sportifs, une bouteille d'eau nature. Voilà, très clairement, prenez une bouteille d'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Un autre prophète nous a dit ça, c'est le moment de boire. Je prends une lampée et je vous explique donc la genèse de Megalopolis, qui est un projet donc que Francis Ford Coppola a commencé à écrire dans les années 80.
Alors, il était passionné de ce projet-là. Il a commencé à écrire ça dans les années 80. Et sur le tournage, je crois, de Outsider, il en parlait déjà. Donc, c'était vraiment, ouais, je crois que c'était tout début des années 80. Il était déjà rattaché au projet, il en parlait beaucoup, etc. Et il a jamais lâché l'idée. Voilà, il a jamais lâché l'affaire. Il a toujours considéré que c'était le film qu'il voulait absolument mettre en scène. Voilà, c'était une des grandes idées directrices. Il a même fait beaucoup de projets. Alors, je crois qu'il en avait parlé notamment pour Dracula, mais qu'il y avait beaucoup de projets qu'il avait fait et qu'il avait réalisé aussi pour financer, eh bien, Megalopolis. Donc, je vous dis, ça remonte à il y a longtemps maintenant qu'il imagine ce projet comme Deep Ridge de rêve. C'est un projet qui a eu énormément de mal à se faire, sur lequel il a mis une grande partie de sa fortune. Il a comment dire, risqué la banqueroute, etc., et mis une grande partie de son propre argent, eh bien, dans un film qui est estimé aux alentours, je crois, entre 100 et 120 millions de dollars de budget. C'est quand même conséquent. C'est aussi pour ça que je considère qu'il faut absolument aller voir Megalopolis. C'est que les retours sont très divisés. Ça a divisé aussi au Festival de Cannes. Les projections estiment que ça peut être un immense flop et ce serait absolument pas mérité, ni pour le réalisateur, ni pour les comédiens, ni pour le film. Donc allez voir Megalopolis, rien que pour l'expérience filmique. Je vous garantis que vous aimiez aimer ou pas, vous ressortirez pas pareil de la séance que quand vous l'avez vu. C'est un film qui se fait démolir. Il faut le dire aussi, évidemment, avant de commencer en avant-propos. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai eu assez peu de retours positifs jusque maintenant sur les réseaux sociaux. Dans le chat, ça a l'air d'avoir plutôt bien apprécié. C'est un film qui, effectivement, fait débat et qui a l'air, et ça tombe bien. Comment ça va, mon poitane, qui a l'air assez peu apprécié finalement. En tout cas, pas à sa juste valeur. Après, c'est une question de goût, mais je trouve que c'est quand même une proposition assez forte. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Il hypothèque sa production de vin. Oui, non, mais enfin, il a vraiment beaucoup misé là-dessus. Dès les années 2001, il a fait passer des castings. Ça, au cas où, il faut le savoir aussi. Hein. C'est-à-dire que ça date pas d'hier pour le casting d'aujourd'hui, mais ça date pas non plus, encore moins d'hier, pour les premières ébauches de casting, puisque à l'époque, je crois que c'était au début des années 2000, on a eu Russell Crowe, on a eu De Niro, DiCaprio, enfin, il y a eu énormément d'acteurs qui avaient été approchés pour des lectures de scénarios, etc., pour Megalopolis. Shia LaBeouf, depuis 2019, Francis Ford Coppola avait montré de l'intérêt. Et puis par la suite, etc., voilà, il a fini par avoir son casting tel qu'on l'a connu aujourd'hui. Casting 5 étoiles, vraiment, avec des têtes d'affiche d'hier et d'aujourd'hui. Jon Voight, Dustin Hoffman, Giancarlo Esposito, même si c'est l'ancienne génération, il est connu depuis peu finalement dans le grand public, c'est plus depuis Breaking Bad. Et puis voilà, un peu la nouvelle garde hein, avec des Adam Driver, avec des Shia LaBeouf, même si Shia LaBeouf ça fait un petit moment qu'il est là lui aussi. Donc un casting quand même vraiment conséquent pour une œuvre conséquente elle aussi, qui est une utopie, même si, enfin, je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Disons qu'il y a des degrés de lecture évidents et différents, mais c'est un film qui se veut pas mal porté sur l'utopie et qui parle d'énormément de choses, puisque, pour vous citer un petit peu le synopsis simple, on est aussi sur une allégorie d'un empire romain moderne, si j'ose dire, puisque on est dans la nouvelle Rome, New Rome, qui remplace New York. Et on se retrouve avec plusieurs personnages qui ont des noms de grands noms de l'Empire romain. Alors on se retrouve avec Adam Driver dont le nom est juste César. On a Giancarlo Esposito qui est Cicéron. Jon Voight et Shia LaBeouf, ce sont les Crassus. Enfin voilà, il y a énormément de thématiques là-dedans. Beaucoup aussi vis-à-vis de Marc Aurèle. Ça, je le dirai pas plus pour éviter les spoils, mais on cite aussi beaucoup Marc Aurèle. On a quelques petites références aussi, notamment sur les jeux romains avec les courses de chars ou même la lutte qui se transforme ici en catch, puisque c'est là la grande créativité du film, si j'ose dire. Tout ce que vous connaissez de l'Empire romain est modernisé. C'est-à-dire qu'on se retrouve en fait dans une Amérique où justement Francis Ford Coppola, son idée, c'était de faire en sorte que la politique américaine et le peuple américain, on le reconnaisse en tant que tel, mais en plus
que cette politique-là américaine soit un peu une allégorie de l'Empire romain et puis qu'elle ait beaucoup d'influence vis-à-vis de l'Empire romain, dont les noms de Cicéron, César, etc., ou même voilà, de la lutte qui se transforme en catch, où là on a Gargantua, qui est le nom d'un des catcheurs phares, etc. Et dans l'idée, on suit le personnage d'Adam Driver qui a la capacité d'arrêter le temps grâce à ce qu'on appelle, enfin, je sais pas si c'est grâce à ce qu'on appelle ou si c'est uniquement par un pouvoir, c'est le mégalon. C'est une espèce de matière, un matériau, une substance, que dis-je, je crois, sa création ou qu'il est capable de manipuler. Et grâce à ça, en fait, c'est quelque chose qui est très dense, hein, puisque c'est capable de réparer un visage, c'est capable de faire moult choses différentes. Et il voudrait créer une utopie dans la Nouvelle Rome qui s'appellerait Mégalopolis. Voilà, une espèce de cité parfaite dans la Nouvelle Rome. Et c'est un film extrêmement intéressant puisque ça va parler d'énormément de choses qui sont déjà en lien donc avec ce qu'était l'Empire romain, mais remis au goût du jour et remis moderne. Alors j'ai pu citer beaucoup de choses, hein, mais par exemple de ce que vous pouvez connaître de l'Empire romain, on va retrouver des principes comme la dictature, la politique, il y aura beaucoup de jeux de dupes, de jeux familiaux, parce que là, César est le cousin de Crassus, il est en lutte avec Cicéron, il va être épris de la fille de Cicéron, etc. Donc on a beaucoup de jeux avec les différentes familles, etc. On va avoir beaucoup évidemment de thématiques autour de l'amour, mais aussi autour de leur relation entre un père et une fille, ou d'un fils et d'une mère. Pas parler de tout ce qui est complexe d'Oedipe, etc., ou de choses comme ça, mais c'était un rapport évident avec, de toute façon, la mythologie, et un rapport évident avec l'Antiquité, ce rapport entre les parents, les enfants, et puis les dérives familiales. Et puis, effectivement, ça parle beaucoup de la chute d'un empire. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'est de se focaliser sur le peuple, de se focaliser sur la chute d'un empire, sur la renaissance d'un empire, comment le peuple fait en sorte finalement d'être aussi responsable de la chute d'un empire, comment la chute d'un empire peut être due aussi à des personnalités mégalomaniaques, des choses comme ça. La révolte du peuple, les rapports avec le temps, le questionnement sur l'utopie, la réflexion sur l'homme, sa place. On parle notamment de l'homme comme de quelqu'un qui est fait pour aller voir l'étoffe des rêves. C'est quand même des phrases qui sont assez grandes de conséquences. C'est le symbole de Mégalopolis. C'est aussi une utopie non seulement de la ville, mais aussi de l'homme, hein, réussir à bâtir quelque chose de meilleur. Le fait de bâtir, on n'en revient pas à Alien, mais de toute façon, Rémus et Romulus, il y avait cette idée de bâtir Rome, etc. On est toujours dans ce principe de création, de bâtir, etc. Donc voilà, pour vous citer des choses très rapidement, on voit le Madison Square Garden qui est devenu le Colisée. J'ai noté quoi d'autre? Évidemment, César, lors d'une discussion avec la fille Cicéron, il va déguster du raisin. Voilà, le vin, le raisin, etc. C'était des choses qui étaient très en vogue à l'époque. Et c'est, ouais, effectivement, je trouve démesuré. Voilà, c'est tout à fait démesuré. C'est une fresque sur le fond que je trouve très intéressante. Et puis sur la forme, très 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 créative et très particulière. Et je pense que c'est pour ça, tu vois, Poitane qui se fait un peu démolir là depuis quelques temps maintenant. C'est pas un film à mettre entre toutes les mains. C'est comme Sisama, on le met pas entre toutes les mains. On garde des mains d'experts pour Sisama, des mains savoureuses, suaves, envoûtantes, puisque c'est Sisama qu'on a en face de nous. Comment ça va, mon Sisama? Mais non, voilà, dans l'idée, c'est un peu ça. Je pense que c'est un film qui est tellement particulier, déjà de base dans son format. Je sais pas si vous l'avez remarqué pour ceux qui sont allés voir le film Preacher 2077, Papy notamment, mais il a un format cinématographique très particulier. Il est pas en 4 tiers, mais il y a quand même des bordures sur les côtés, ce qui est relativement rare. Mais il n'est pas totalement plein aussi au niveau de la hauteur, puisque on n'est pas en 16 neuvième, on n'est même pas dans ce que faisait Steven Spielberg avec Jurassic Park et ce qu'avait refait Colin Trevorrow sur Jurassic World, c'est-à-dire une échelle qui est entre le plein et le 16 neuvième. On est un peu plus petit que ça. Donc c'est pas du 16 neuvième, c'est pas non plus l'entre-deux du 16 neuvième, c'est encore un peu plus petit. C'est un format qui est très particulier. Je dirais rien pour éviter les spoils, mais il y a des images d'archives par moment, etc. Donc c'est vrai que c'est un film à part. Visuellement, je trouve assez dense, riche. En termes de photographie, de visuel, il y a
un talent de mise en scène qui est absolument extraordinaire. Et c'est vrai que peut-être que certains ont été un peu dépaysés par ça. Peut-être par l'utilisation voilà, de fonds verts, où il y a beaucoup d'images de synthèse, il y a beaucoup de... Pour aller justement avec cette idée, malgré tout, science-fiction un peu futuriste, c'est ça aussi qui est très intéressant. C'est-à-dire que la balance est telle qu'on reste dans un équivalent de New York, parce que c'est voilà, hein, c'est New Rome, mais c'est l'équivalent de New York. Hein, il y a l'Empire State Building, etc. Donc on se retrouve avec de la modernité, beaucoup de modernité, ordinateur, télévision, clé USB, etc. Mais les gars s'habillent par moments un petit peu comme à l'époque des Romains. Et ça parle aussi un petit peu parfois comme à l'époque des Romains. Et on va avoir des jeux comme les courses de chars, etc., qui sont purement des jeux romains. Si c'est que du coup, quand on voit des éléments futuristes, ça se mêle, je trouve, très habilement avec les décors, les costumes, etc., les autres, l'architecture, qui, elle, pour le coup, fait vachement antique et ancienne. Donc, il est toujours subtilement entre ces deux temporalités, ce qui fait un film effectivement très très particulier à regarder. Parce que d'un point de vue de mise en scène, de visuel, de photographie, il y a des segments parfois avec des transitions, du montage assez particulières avec plusieurs écrans. On va avoir même je crois qu'il y a une phase où il y a carrément des dessins qui se mettent en scène pour illustrer certains propos. Alors j'ai même alors là, pour le coup, c'est un plan, j'ai pas compris véritablement la définition, mais on a un moment où il y a une phrase qui est extrêmement intéressante dite par Adam Driver, où l'écran est tout petit. C'est-à-dire que l'intégralité de l'écran est noire et juste au milieu, en bas, on a un petit écran. Comme si en fait on allait splitter, pour vous donner une idée, pour que vous voyez un peu plus, comme si vous étiez sur PS2 et que vous faisiez un écran splitté, c'est-à-dire un écran en bas, un écran en haut, sauf que là il n'y a que celui du bas, en haut il n'y a rien, et sur les côtés il n'y a rien non plus, parce que l'écran a été miniaturisé. Donc c'est vrai que ça c'est euh, des thématiques qui sont assez particulières. Et alors c'est vrai que pour le coup, je me suis posé la question de pourquoi cette mise en scène-là à ce moment-là. Pourquoi avoir choisi de mettre juste cet petit écran et le reste, voilà. Je m'attendais peut-être à ce que d'autres écrans arrivent pour qu'on voit peut-être les discours des opposants justement de César et que ça fasse un écran particulier. Là, c'est vrai que ça devient très atypique, presque anarchique par moment. Même dans la mise en scène, etc. On va avoir, et comme on le dit là, oui, effectivement, il y a des dialogues en latin. Il va y avoir pas de la comédie musicale, mais pas loin avec des séquences chantées. Il y a une séquence que j'ai énormément appréciée d'ailleurs, parce que c'est un film qui, même s'il utilise beaucoup du propos euh, comment dire, même si le propos se veut beaucoup aussi d'être un rapprochement avec l'Empire romain antique, on essaie de faire en sorte qu'il se conjugue habilement avec ce qu'on vit aujourd'hui. Donc le côté politicien, par exemple, il est très présent aujourd'hui. J'ai une phrase qui est dite par Shia LaBeouf qui est, enfin pas Shia LaBeouf, mais le personnage de Shia LaBeouf qui essaie justement de monter dans les hauts rangs de la politique pour tirer son épingle du jeu. Certains de ses sbires disent qu'il a un grain de folie, aucune limite, qu'il aime faire le show et qui parle pour le peuple, et c'est ça qui fait d'un politicien un bon politicien. Le grain de folie, aucune limite, qui aime faire le show, on est vraiment dans de la politique actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos politiciens, c'est beaucoup plus des showman que des vrais politiciens. Ils parlent pour le peuple, ils se mêlent au peuple, etc. La République, c'est moi, les Mélenchon, les Trump et compagnie, mais derrière, après, bon, c'est quand même, Magouille et compagnie, et puis on n'est pas forcément sûr du reste. Donc, euh, donc voilà, il y a des thématiques qui se rapprochent aussi avec l'ère moderne. Il y a une séquence que j'ai donc bien appréciée. C'est une séquence où on a soi-disant une jeune femme qui est virginale, etc., de 16 ans, qui en réalité en avait 23, etc., machin, et qui a été totalement dévergondée. Je crois qu'on montre une vidéo d'elle en train de coucher avec quelqu'un alors que normalement elle est encore censée être restée vierge, etc. Et en fait, au lieu d'en faire un scandale, elle va se mettre à chanter puis à dire mais voilà, maintenant je suis plus pure, je l'ai pris dans le cul, les trucs, les machins. Et en fait, ça devient personnellement, moi je l'ai pris comme les enfants stars de chez Disney.
c'est-à-dire enfin pas une parodie, mais l'espèce de version de Francis Ford Coppola qui montre à cette espèce de New Rome des enfants Disney stars qui à un moment donné vont faire quelque chose de négatif et leur vision va totalement changer. Exemple Shia LaBeouf, exemple Miley Cyrus, ou même dans GTA V, on avait une nana qui était comme ça aussi, qu'on doit prendre en photo alors qu'elle est en train de coucher avec un mec, alors que c'est censé être la nana ultra virginale, ceci, cela. Et moi j'ai bien aimé ça aussi, parce que ça montre aussi beaucoup des enjeux de politique, des enjeux au niveau de la population, du peuple, de la ville de New Rome, qui est un équivalent de New York ou des choses comme ça. Et c'est très intéressant. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. En gros, Val, sur cette scène dont tu parles avec le petit écran, dans certaines séances, quelqu'un dans le public a un texte de prévu et parle littéralement au personnage. C'est lui qui pose la question, comme s'il nous parlait à nous, au public. Il a fait ça, Coppola? Mais attends, mais c'est pas dans toutes les salles de ciné, non? Cette séance dont tu parles avec le petit écran, dans certaines séances, quelqu'un dans le public a un texte de prévu et parle littéralement au personnage. Putain, mais c'est exceptionnel ça comme idée. C'est pas dans une salle à... Enfin oui, non, oui, c'est exceptionnel comme idée ça. Donc il a fait un équivalent aussi de film interactif. Donc c'est pas dans toutes les séances. Parce que moi je me posais la question de pourquoi ce choix. Mais alors non, ça j'étais pas du tout au courant. Putain, oui, c'est vrai que c'est bien vu. C'est bien vu. Je t'ai envoyé une vidéo du truc sur Insta. Bah carrément oui, parce que c'est vrai que moi je l'avais pas vu, mais je suis assez étonné par le truc. Est-ce que tu trouves que le personnage Shia LaBeouf dans la politique est comme un méta de lui-même dans des manifestations? Moi je trouve que oui. Justement, j'allais en venir sur le principe des enfants stars. Moi, ça fait partie des choses que j'ai bien aimé dans Megalopolis aussi, c'est sur le choix des comédiens. Le rôle de Shia LaBeouf, effectivement, on peut voir beaucoup de rapprochements avec son lui. Et quand on sait que Shia LaBeouf c'est l'acteur qui est sur le projet Megalopolis depuis le plus longtemps. Parce que ça a été lui en fait qui a été approché dès 2019 pour faire le film. Et lui était le premier avant tout le reste du casting. Avant, il y avait eu des essais pour d'autres, mais c'était lui le premier. Je pense qu'à mon avis, Coppola a peut-être une fascination pour la manière de voir l'art métamoderne. Parce que bon, là, on part quand même dans quelque chose, Megalopolis, qui est assez particulier. C'est une forme d'art à part entière, mais très particulière, très par moments borderline. En fait, moi, j'ai considéré que c'était démesuré. Voilà, c'est démesuré comme la Rome antique. Leur jeu est démesuré, la ville est démesurée, les couleurs sont démesurées. Et Shia LaBeouf est un être démesuré. Voilà, je l'ai mis là, hein. Mais Shia LaBeouf, c'est un personnage démesuré à part entière. À partir de ce moment-là, je considère que ça peut être logique donc de prendre cet acteur-là et puis d'en faire des rapprochements avec sa véritable vie, les He Will Not Divide Us qu'il a pu faire ou des choses comme ça. Et même si c'était pas forcément le cas, parce qu'il y a d'autres enjeux aussi, hein, l'idée de, voilà, là c'est pas tuer le père, mais un peu tuer le grand-père pour récupérer sa fortune, avoir un petit peu comment dire, le personnage de Shia LaBeouf essaie d'avoir la banque. C'est-à-dire que son père est gérant d'une banque et il essaie de prendre le contrôle de la banque, etc., pour prendre le pouvoir. Bon, c'est des thématiques qu'on peut retrouver aussi dans l'Empire romain ou des choses comme ça, de tuer le père ou tuer le grand-père pour avoir l'héritage, et puis pour devenir l'empereur à la place de l'empereur. Donc là, c'est intéressant aussi de la part de Shia LaBeouf de voir ça, mais c'est vrai que dans une moindre mesure, oui, dans certaines séquences, je pense que Shia LaBeouf, notamment vis-à-vis du peuple et de tout ce qu'il peut faire, peut-être que Shia a été très intéressé par Megalopolis grâce justement à lui, sa vie et à ce qu'il imagine de l'art et de certaines choses. Un film comme Megalopolis, pour Shia LaBeouf, c'est une aubaine. Parlons un peu du casting, parce qu'on peut parler du casting. Adam Driver est excellent. On a un Giancarlo Esposito qui a un petit côté Gus Fring, je trouve, par moment, mais qui est peut-être un petit peu plus humain, ou en tout cas sur la fin, un peu plus humain et peut-être un peu plus émouvant qu'un Gus Fring, et même si j'ai pas dit que Gus Fring n'était pas émouvant, mais peut-être un peu pas nuancé, mais voilà, c'est le maire de New Rome, donc Cicéron. Mais je l'ai trouvé très juste, Giancarlo Esposito, même si par moment on retrouve un petit peu de Gus. Tout un tas de comédiens aussi qui sont bons, mais j'ai repéré certaines choses, notamment vis-à-vis de Shia. Parce que moi, Shia LaBeouf, après tout ce qu'il a enduré, après tout ce qu'il a vécu, c'était aussi son grand retour. Hein. Megalopolis, ça montre un peu son grand retour depuis, je crois, Pieces of a Woman. Oh non, il avait peut-être fait des choses depuis Pieces of a Woman. J'ai un doute sur les créneaux horaires des films qu'il a fait, mais
Ça faisait, euh, Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu, et il est extraordinaire. Il est extraordinaire. C'est pas un petit rôle, c'est un des rôles les plus importants. Il est fabuleux. Alors lui aussi totalement démesuré. Padre Pio, oui, Padre Pio, ça devait être son dernier en date, qui était une composition très difficile aussi, Padre Pio pour lui. Mais et puis encore une fois avec un réalisateur indépendant, c'était Abel Ferrara, je crois, qui était lui un réalisateur à ses côtés dans le ciné indé, dans le cinéma assez ambitieux, qui dénonce et qui parle de beaucoup de sujets forts. Shia LaBeouf, lui, là-dessus, bah, il a pu travailler avec les deux et j'ai trouvé qu'il était excellent. J'ai vraiment trouvé que Shia LaBeouf était excellent. Un détail très important, je dis rarement ça, n'allez pas le voir en VF. N'allez pas. C'est probablement l'un des. Je pense parce que le film est un film d'auteur, etc., assez particulier. C'est probablement l'un des pires travaux de doublage que j'ai vus. Aucun, aucun, aucune des voix françaises que vous avez l'habitude de voir sur les comédiens n'est présent. Vous n'aurez pas de Thierry Desroses sur un Laurence Fishburne ou sur un ou sur un Giancarlo Esposito. Il n'y a pas de Jim Redler sur Shia LaBeouf. La voix d'Adam Driver, c'est pas la sienne non plus. Je suis à Royan, moi, donc j'avais pas accès à des séances en VO là, aux horaires où je pouvais aller le voir. J'essaierai de retourner le voir en VO. La VF est vraiment, 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 vraiment pas bonne. Non, non, vraiment pas. Donc, euh, donc voilà. Alors après, peut-être qu'ils n'arrivaient pas à lire le truc ou quoi. Ou c'est ce que je disais, Preach, c'est un jeu qui est très démesuré aussi, très théâtral, très opéra, très surjoué. Ça doit être difficile de faire ça dans le doublage. Mais là, tu sens vraiment qu'il y a voilà, il y a une latence. Autant le comédien euh, qui fait Shaya s'en sort pas trop mal. Mais alors, pour tout le reste, compliqué quand même. Compliqué. Alors, il y avait un. Alors, attendez, tac, tac. Euh, Alors, c'était. Oui, c'est Aubrey Plaza. Aubrey Plaza qui joue WoW Platinum, donc un personnage extrêmement important. Le doublage sur Aubrey Plaza est pas trop mal. Le personnage de l'animatrice de télévision, je dirais rien de plus pour éviter les spoils évidemment. Il est exceptionnel. Je pense que c'est le meilleur personnage du film. Dans l'avancée narrative, dans ce que dans justement ces jeux de dupes et de trahison et de famille, etc. Dans ce que ça propose, la passerelle entre l'ancien et le nouveau, parce que bon bah là on voit totalement les délires antiques de l'époque dans les trahisons, dans les jeux de dupes, mais en même temps elle est animatrice de télé. Puis il y a un petit côté aussi un peu fashion victime et puis très très comment dire borderline de notre époque actuelle quoi, hein, dans la manière de présenter ce qu'elle fait à la télé. Moi je trouve que c'est vraiment hyper bien vu. Ça a été un des rôles, elle et Shia LaBeouf, vraiment les deux rôles qui m'ont le plus marqué dans le film. Il y a aussi un élément qui est intéressant, c'est régulièrement suggéré, il y en a pas beaucoup mais sur les moments où on le voit c'est quand même important de le noter, c'est l'importance du sexe. Le film a quelques séquences d'importance sexuelle forte, puisque le sexe va servir au jeu de dupes. Rarement dans ce film-là, le sexe est gratuit, voire même jamais, notamment sur une séquence entre Aubrey Plaza et Shia LaBeouf, qui est, et puis même ce que fait Aubrey Plaza avant, de toute façon avec un autre protagoniste, où la place du sexe est très importante pour les trahisons, les jeux de dupes, etc., les mind games, et, euh, et, euh, et c'est justement ça qui est très important, puisque c'était bah, du côté de l'Empire romain ou des choses comme ça, c'était assez monnaie courante aussi. Donc j'ai trouvé que c'était un rapport qui était assez intéressant. Pour la petite histoire, si jamais vous avez vu mon documentaire sur Shia LaBeouf, ça vous étonnera pas, mais moi ça m'a fait plaisir. Il y a une séquence entre John Voight et Shia LaBeouf qui est extrêmement intéressante et où je me suis dit, tiens, la vie est quand même bien faite
Parce que souvenez-vous que Jon Voight, c'est l'acteur qui a donné envie à Shia LaBeouf de faire du cinéma avec Sean Penn. Et Jon Voight a participé au l'un des premiers films cinématographiques, La morsure du lézard, où Shia LaBeouf avait l'un des rôles principaux au cinéma. Il n'était plus à la télévision, il était au cinéma. Et c'était déjà avec Jon Voight, et c'était la première fois qu'il jouait avec Jon Voight. Savoir que plus de 20 ans plus tard, ils se retrouvent sur Megalopolis de Coppola, les deux ensemble, bah ça fait plaisir. Voilà, tout simplement, ça fait plaisir. Ça a dû, à mon avis, être un moment important pour eux parce qu'ils s'entendent très bien. Je pense que Shia, c'était peut-être un des points aussi qui a fait qu'il a accepté l'idée parce que lui, on sait que maintenant le cinéma, c'est plus forcément sa priorité. Et j'espère que c'était pas le dernier film dans lequel on le verra parce que ce serait quand même assez triste. Mais il était voilà, c'était beau de le voir jouer avec Jon Voight. Tout ça, toujours dans cette espèce de configuration où le fond, effectivement, se dévoile comme une volonté d'utopie. Alors, il y a beaucoup de degrés de lecture, beaucoup de manières de voir le film, hein, beaucoup de manières de voir comment les événements se passent, si les événements se sont vraiment passés pour certains ou non, etc. C'est vrai que c'est très très dense, ça mérite à mon avis plusieurs visionnages. Mais voilà, c'est un film, comme dit Preach, hein, sur les rêves en règle générale, les rêves de grandeur, mais aussi les rêves d'utopie, les rêves de l'homme, et puis toute cette quête finalement, c'est une quête assez énorme que nous propose le personnage d'Adam Driver, César, de réflexion, de recherche sur soi-même. Enfin, c'est vrai que c'est extrêmement dense. Mais c'est, je trouve, voilà, la nature de la civilisation, oui. La nature de la civilisation. Moi, il y a une séquence que j'aime bien avec cette espèce d'arbre, l'arbre de l'humanité, où on voit une branche à un moment donné, et il le dit, tiens, tu vois, cette branche-là, dans l'arbre de l'humanité, il est particulier parce qu'il y a une branche qui part de travers, c'est la branche de la civilisation. Et tu vois que la branche part de travers et qu'il y a plein de petites branches, les guerres, les génocides, les trucs, les machins. Enfin, je trouvais que c'était une manière très poétique de montrer l'évolution de la civilisation et voilà et de certaines choses comme ça qui vont aussi là dans ce projet-là un petit peu à l'encontre de l'évolution traditionnelle. Parce que je crois le film nous dit à un moment donné comment tu veux que on puisse croire que voilà l'être humain et puis évoluer depuis le stade des chimpanzés, des primates, des ceci, des cela, sachant qu'on était très 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 éloignés sur le continent, toutes ces choses-là. À mon avis, il y a quelque chose en plus. Il faut creuser pour voir pourquoi nous on a pu évoluer à ce point-là. C'est des réflexions, des visions qui sont très intéressantes. Et pour être tout à fait honnête avec vous, moi je comprends pas comment on peut trouver ça mauvais. Vraiment. Corpo va nous expliquer, puisque Corpo est là et il a trouvé ça bien naze. Je comprends pas, à moins qu'on trouve ça. Alors, il y a deux poids, deux mesures. Soit on n'a rien bité au fond. Bon, ça peut arriver, hein, mais encore est-il que je l'ai trouvé relativement clair. Je dis ça parce que quand il était sorti à Cannes, beaucoup avaient dit bon, Megalopolis, c'est très beau, c'est bien branlé, hein, c'est bien mis en scène, c'est bien réalisé, mais j'ai rien compris. Pour le coup, je trouve pas que ce soit particulièrement difficile à comprendre. Je pense peut-être que c'est peut-être un peu trop rempli de bons sentiments sur la fin. C'est-à-dire que ça aurait gagné peut-être sur le final du film à être un petit peu plus subtil, à faire preuve d'un peu plus de subtilité. Encore est-il que on en a pendant tout le film et puis on peut se poser des questionnements et des réflexions sur la suite. Mais, euh, mais je trouve pas que ce soit particulièrement incompréhensible. Soit les gens vont trouver ça naze parce que c'est tellement dense, c'est tellement créatif et détonnant et démesuré, parce que pour moi c'est un film qui est démesuré, qu'on peut décrocher rapidement en se disant non, non, mais là c'est n'importe quoi. Tu vois les acteurs, comment ils jouent. Enfin, c'est vraiment que c'est très théâtral. C'est vraiment pour retranscrire encore une fois cette idée d'empire, etc. Enfin, moi, je revois beaucoup l'Antiquité et ce côté très pareil dans les films qui parlaient de l'Antiquité. Euh, euh, comment dire, dans les années, alors je sais plus exactement dans quelles années on faisait ça, mais il y a eu énormément de films qui parlaient, voilà, les époques de Ben-Hur, et puis j'en passe et d'autres, hein, même avant ou même après, ou les Caligula par exemple, des films qui étaient très démonstratifs et qui étaient
Voilà, très 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 grandiloquent, avec des grandes gestes, des grandes phrases, des grandes dictions, des grands trucs. Et là, c'est vrai que euh, ce film-là, il est assez grandiloquent. Il est assez grandiloquent, il est assez costaud hein, finalement. Et puis alors, de temps en temps, tu vois Adam Driver qui danse, on sait pas trop pourquoi. C'est tout dans le de Shia LaBeouf, il est comme possédé à certaines séquences. Moi, j'ai trouvé que c'était bien parce que justement, ça me rappelait les anciens films comme ça où on jouait déjà comme ça pour jouer justement bah, ces films antiques sur l'Empire romain et compagnie. Donc j'ai trouvé que même pour le coup, c'était non seulement important par rapport à bah, montrer voilà cette ville un peu mégalo, parce que ça reste quand même une ville un peu mégalo, et puis montrer en même temps un hommage au cinéma de l'époque où ça jouait déjà un peu comme ça. C'est un gros morceau de cinéma. Le seul, je trouve, qui a un jeu relativement calme, c'est Giancarlo Esposito. Pour tout le reste, c'est vrai que même John Voight, dans l'attitude, les mimiques, etc., c'est relativement grand. Donc moi, j'avoue que j'apprécie plutôt bien. Hein. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie bien. Hein. Mais oui, non, c'est compréhensible. Non, Corpo, oui, c'est compréhensible. Moi, j'étais même. Enfin, quand j'ai vu le film, j'étais même étonné de me dire. Au moins. Alors après, il peut y avoir des degrés de lecture. Il peut y avoir des degrés de lecture où chacun va avoir une degré, une vision, un rapprochement, une sensibilité différente vis-à-vis de l'œuvre, parce que c'est un gros morceau. Il peut y avoir une compréhension qui évolue au fur et à mesure où tu vas le voir. Je pense que c'est un film à voir plusieurs fois, ça c'est sûr. Mais dans l'idée de ce que veut faire Adam Driver, de comment il le fait, des rapprochements avec l'Empire, de la Nouvelle Rome, des jeux de dupes, des trahisons, des choses comme ça qu'il y a entre les personnages pour en arriver à vouloir cette quête de pouvoir ou autre, je trouve que c'est limpide. Hein. C'est relativement limpide. Donc moi, j'ai vraiment j'ai passé un moment, ouais, un vrai moment de cinéma. Comme peu finalement te l'accorde. Et quand tu vois le film en particulier, les détails, la précision, la minutie avec laquelle c'est réalisé, enfin, il y a des... Oui, oui, j'ai vu mon preach, ouais, je regarderai après le stream. De la manière aussi dont c'est réalisé, il y a une séquence notamment où Shia LaBeouf bah, discute d'un plan à faire avec l'animatrice de télé, wow, et après on va les voir. Pareil, ça ressemble un peu à l'Empire, au moment où vous avez des spas, etc., les empereurs romains. Bon, il y a Shia LaBeouf qui discute avec John Voight, et puis au travers de... Il y a l'écran donc qui circule, et puis sur le côté pas au premier plan, mais comme si finalement le personnage était devant l'écran un petit peu en ombre. On a le protagoniste féminin qui fait un, 2, 3 pour montrer le développement point par point de sa stratégie que Shia LaBeouf est en train d'exécuter. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Ça montre vraiment comment elle tire les ficelles du truc. On dirait une marionnettiste, mais en même temps c'est fait en ombre, comme si l'écran finalement de cinéma était derrière et qu'elle était devant. Enfin, ouais, il y a... Moi, ça m'a, par moment, ouais, assez bluffé, hein. Par contre, je sais pas pourquoi ma salle a explosé de rire quand des personnages disaient leur choix de nom pour un bébé si c'était un garçon. B. Bah, d'un autre côté, le prénom féminin Preach, il est raccord avec l'idée d'utopie et on comprend vis-à-vis du personnage d'Adam Driver. Le prénom masculin, je crois que c'est le prénom de Cicéron. C'est le véritable prénom du père de la nana. Donc, bon, c'est pas choquant. Le truc, c'est que ce prénom-là, il le dit qu'après. Il dit appelez-moi Franck, Francis, Francis, et puis du coup, Adam Driver l'appelle Francis. C'est Francis le nom qu'ils choisissent. Et bah oui, bah c'est ça. Et bah Giancarlo Esposito, il s'appelle Francis, c'est Franck Cicéron, je crois, ou quelque chose comme ça. Francis Cicéron, puisqu'à un moment donné, il y a une scène où il dit à Adam Driver, appelez-moi Francis. C'est Franck ou Francis, le vrai prénom. Donc j'ai imaginé du coup qu'il voulait donner le nom, le nom du père de la fille, il voulait le donner à le gamin si c'était un garçon, et puis pour le nom de la fille, c'était le symbole d'espoir. Oui, voilà, Franck puis Francis.
pense que tout le monde s'est dit, ah, Coppola qui fait une blague sur son nom. Bah, du coup, non. Il est philosophe Cicéron avant d'être empereur. Ah ben là, il y a une part de philosophie aussi. Mais là, c'est le maire. Donc là, on en parle plus comme d'un statut d'empereur. Puisque là, c'est le maire de la Nouvelle Rome. Donc ça fait des rapprochements. Et puis, bah, l'idée, c'est de prendre la place, pour beaucoup, c'est prendre la place du maire. Ou c'est de créer une utopie différente, ou simplement de créer, comme les Rémus et Romulus, avec cette idée de, voilà, de bâtir encore et encore. Mais il y a un aspect philosophique aussi. Je veux dire, tous les personnages ont des points de vue philosophiques. On cite beaucoup Marc Aurèle, notamment, sans spoil pour la suite, mais on cite beaucoup Marc Aurèle. Mais bah, je dirais rien pour les spoils, Adacus Mos. Pour le coup, je dirais rien. Je j'induis pas en erreur ou autre. Mais il y a énormément de... Oui, il y a énormément de philosophie derrière. Il y a beaucoup de philosophie derrière, il y a beaucoup d'enjeux, mais oui, comme je disais, c'est vrai que tu sens, en fait, quand tu le vois, par rapport aux détails, la précision de la mise en scène, la manière dont c'est créé, ce côté parfois un petit peu old school à l'ancienne aussi, où on voit les fonds verts un peu... alors, je sais pas si c'est... Alors, pour le coup, je sais pas si la technologie, ça a été des fonds verts, ou si c'était comme Batman, The Batman ou Mandalorian, c'est-à-dire, vous savez, des écrans LED immenses avec bah, le décor projeté, et puis les personnages devant le décor. The Batman avait fait ça, Mandalorian l'a fait aussi. Je sais pas si c'est ça, mais là, c'est un peu flagrant, notamment quand Adam Driver ou autres sont... au sommet de leur tour, etc. Et puis qu'on les voit quasiment au niveau des nuages ou autres, voilà, tu le vois relativement rapidement, même sur la scène d'ouverture qui est celle-là. Hein. Je veux dire, tu vois très clairement que c'est un fond derrière, mais c'est pas. Ça donne. Enfin, pour moi, ça donne un certain côté faux, mais qui se marie bien au film. Parce que justement, ça s'apporte à ce côté théâtral, opéra, très particulier, où on va constamment vers des idéologies de mise en scène et de créativité différentes. Donc moi, je trouve que c'est totalement dans le thème. Hein. Vraiment. Hein. Moi, je spoil rien, j'ai juste une culture G plus évoluée que celle de Papy. Non. Je dis non. Non. Oh, ah, non, je pense pas. Non. Mais je peux dire oui pour le stream, si tu veux, Anaclus. Bon, de toute façon, Papy est plus là. Est-ce qu'il est encore là, Papy? Est-ce qu'elle est là? Ah si, Papy est là. Bon, donc je dis juste non, alors. Non, non. Papy m'a fait découvrir Ami Robé, donc du coup, Papy a un droit de passage à vie. Voilà, c'est comme ça. C'est de la dictature. Appelle-moi empereur. C'est comme ça, mon Anaclus Mos. Alors, je suis curieux quand même, vous, dans le chat, qu'est-ce que vous en avez pensé globalement, parce que c'est vrai que moi j'ai vraiment passé un bon moment. Je vous dis, je trouve que c'est un film immensément créatif. J'ai regardé si on m'a répondu sur Twitter un peu. Il y a beaucoup de gens bah, qui me disent avoir assez hâte de voir le film. Pour l'instant, ça. Tac, tac, tac. Ça me dit rien de particulier. Je sais pas exactement les retours. Je vais regarder Megalopolis, là, voir les retours sur Twitter. Enfin, que Twitter, comme si c'était le meilleur. Alors voilà, par exemple, bon, j'ai quelqu'un qui me montre la salle vide. Megalopolis, séance de 20 heures, séance vide. Triste. Là, je vois Aubrey Plaza, encore une fois, je vous le dis, hein, qui a un rôle extraordinaire dans le film. Là, je vois justement une image de quelqu'un dans le public qui pose des questions à Adam Driver, donc, et Adam Driver lui répond, ça doit être ce que tu m'avais montré, Preach. Donc ça, je trouve que c'est hyper créatif. Mais j'ai pas, vous voyez, il n'y a pas de retour particulier sur le film pour l'instant sur Twitter. J'ai trouvé que ça voulait être trop intelligent, mais ça ne réussissait pas grand-chose. C'est pas la dope du siècle, mais je mettrais assurément pas la moyenne. J'étais seul aussi. Ah putain, c'est chaud d'être seul sur un film comme ça. Et moi j'ai trouvé, bah, tout l'inverse. Hein. Moi j'ai trouvé que c'était assez intelligent et que c'était surtout très novateur, très riche et très créatif. J'ai beaucoup été admiratif, moi, de la créativité du film, plus encore que limite le fond. Je dois encore trouver les mots justes. En fait, c'est un film qui se vit comme un rêve éveillé, qui t'emporte et qui t'hypnotise. Bah, le côté, oui, il y a un côté assez hypnotisant par moment. Hein. T'as un côté qui fait partie. Bah, de toute façon, c'est un compliment, mais ça fait partie des films à la Coppola ou parfois à la Kubrick,
Ou parfois des films comme ça où tu te dis qu'est-ce que je viens de regarder. T'en as des films comme ça. Ou parfois à la Aronofsky. Tu vois, t'as des films comme Aronofsky, tu regardes, alors dans des points de vue radicalement différents. Tu regardes Mother et tu te dis j'ai kiffé ou j'ai pas kiffé. Vas-y, c'est quoi ce DEL en fait? Je pige, putain la vache. Waouh, mais t'en sors pas indemne. Orange Mécanique. Première fois que j'ai vu Orange Mécanique, j'étais là, j'ai fait oh là 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 là, c'est quoi, putain, c'est quoi ce bordel? Mais en vrai, c'est génial. Après, tu te dis putain, mais ça te reste en tête, c'est génial. Dans Orange Mécanique, 2001 Odyssée de l'espace, bon, je suis beaucoup moins fan, très peu de souvenirs. Je crois que je l'ai vu, enfin, je suis quasiment sûr de l'avoir vu, mais il y a très 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 longtemps, 2001 Odyssée de l'espace, et je m'étais un peu endormi devant. Je suis pas un grand fan de 2001 Odyssée de l'espace. Mais pour le coup, ouais, c'était quand même un film, ouais, c'était un morceau de cinéma. Euh, T'as Mother de Darren Aronofsky, qui est un morceau de cinéma. Tu peux aller chercher des films de Gaspard Noé, enfin des trucs dans ce délire-là, où t'es là, genre waouh. Ah, et 2001, il est tellement lent que moi, il m'avait pas fait non plus. Enfin voilà, moi, c'est dans l'ordre des films, c'était peut-être pas le meilleur des arguments. Je voyais plus des trucs comme Mother ou Orange Mécanique ou voilà. Ça fait écho au cinéma muet où parfois tu avais des musiciens, voire des conteurs dans les salles pour habiller le sonorise le film. J'ai rien compris à ta phrase, Anaclusmos. Et après, ça critique Papy, hein. Après, ça critique la douceur. Alors que c'est pas capable de faire une phrase, Anaclusmos. Attention, ça a pas reconnu la musique du cinquième élément dans le générique, Anaclusmos. C'était pour toi quand même que je l'avais mis, hein. Enfin, étonnamment, non, c'est parce que je trouvais que la musique allait vachement bien avec Megalopolis. C'est la musique principale du cinquième élément. Tu regardes Megalopolis, j'imagine grave que tu peux faire un tribute dessus. Mais si t'étais là, c'est toi qui as écrit en premier pendant le générique Anaclusmos. Attention, je t'ai vu pour sonoriser le film. Ah oui, ouais, si, oui. Alors, pour le coup, Anaclusmos, t'aurais fait ça sur le film Babylone, j'aurais compris. Là, je pense que le procédé est différent. C'est encore plus pour impliquer le spectateur. C'est un film qui est très politique, où on demande l'avis du peuple. Pour le coup, qu'on utilise les spectateurs et donc le peuple pour poser des questions à Adam Driver, ça me paraît logique. Mais c'est hyper bien trouvé, parce que, genre, bah, en fait, c'est con si t'as pas le mec qui est dans la salle, quoi. C'est-à-dire que c'est le premier film qui demande systématiquement à une personne qui travaille au cinéma, normalement, d'avoir son texte et d'arriver à telle heure pour dire son texte à Adam Driver. Je comprends pas pourquoi les cinémas le font pas. Parmi tous les gens qui travaillent pour le cinéma, faites-le, ça rend le truc tellement riche. Tu te dis, putain, franchement, j'aurais vu ça, je suis dégoûté du coup. Parce que j'aurais vu ça en salle, j'aurais été là, genre, waouh, ouais, putain, c'est tellement méta. Enfin, c'est pas méta, mais c'est tellement genre, waouh, tu sais, c'est bien vu parce que t'imagines pas du tout ça dans un film comme ça. Tu l'as eu, toi, Preach? Ils l'ont fait dans ta salle? Parce que c'est que t'as le truc, tu dois te dire, attends, c'est à mon tour, là, je dois parler, là. Enfin, c'est zinzin. Les lumières se rallument dans la salle quand cette scène arrive. Ah ouais, bah tu vois, nous, c'était pas le cas. Tu kifferais être celui qui pose des questions. Bah, j'aurais bien aimé. Bah non, moi, il n'y avait pas dans ma séance. Moi, dans ma séance, il y avait juste le film comme ça, hein. Il y avait le petit écran avec le reste en noir et rien. Il y avait rien du tout qui dise ça, hein. Alors que j'aurais grave kiffé, quoi. Donc là, ça veut dire qu'ils le font peut-être aux États-Unis dans les grandes salles ou en France dans les grandes salles, mais visiblement, là, Preach l'a pas eu non plus. Faudrait demander, est-ce que Corpo, tu l'as eu? R2077, est-ce qu'il l'a eu aussi? Faudrait voir, parce que. Mais je trouve le concept hyper intéressant. Mais Coppola, c'est un visionnaire, les gars, de toute façon. Je veux dire, la manière dont il a traité la guerre du Vietnam dans Apocalypse Now, c'était différent. La manière dont il a traité Dracula, c'était différent. La manière dont il a traité le parrain dans ses histoires familiales, etc., et cette espèce de pègre, c'était différent. C'est un précurseur. Il y aura un avant, pour moi, il y aura un avant après Megalopolis. Le seul problème, c'est le public. Si le public répond pas présent, c'est un film qui sera oublié. Ou alors, bah, qui rentrera à la postérité d'ici 15 ou 20 ans quand on se dira putain, Megalopolis. Mais personnellement, petite claque quand même. Là, tu me demandes un top 3 dans mes films de l'année, il est dedans, hein, il est pas troisième, hein. Faut voir à peu près avec les autres films que j'ai vus, mais il m'a vraiment fait une bonne impression. Je le trouve d'une intelligence et encore une fois, d'une créativité et d'un côté démesuré, antique, moderne, énorme. C'est un film, Coppola savait qu'il n'allait pas faire 1 milliard. Oui, non, mais il y a une différence, Anaclusmos, qui s'appelle le degré Borderland.
C'est-à-dire que maintenant, on appelle ça l'échelle de Borderland. C'est-à-dire que si tu as 100 millions de budget, mais que tu rapportes 10 millions, ça casse le cul quand même, tu vois. C'est-à-dire que là, Borderland, on vous redonne les recettes, c'était quoi? On va regarder, hein, mais Borderland box-office, Borderland budget, on va voir. Je vais vous redire ça. Borderland budget, entre 110 et 120 millions de dollars pour Borderland budget. Et on va regarder le box-office. Tac, 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 tac. 32. Oh. 110 millions, alors sans compter la promo, hein, évidemment, sans compter le budget promotion du film. On est à 32 millions de recettes pour au moins 110 millions de budget. Donc t'imagines, là, sur une échelle de Borderlands, c'est dur. Hein. Borderlands n'aurait pas pu être prélevé pour le NBA Pass s'ils n'avaient pas la thune. Non, mais même pas. C'est-à-dire que là, techniquement, le NBA League Pass, ils peuvent même pas récupérer... le réalisateur peut même pas récupérer un NBA League Pass, là, c'est mort. À 146,99€, je vous le rappelle, je l'ai là. Je l'ai là, putain de bordel. Mais non, ouais, non, je vous dis, allez voir Megalopolis. Allez voir Megalopolis. Privilégiez la VO si vous avez des séquences en VO. Je crois même qu'à Royan, il me semble qu'une fois de temps en temps, il peut y avoir de la VO. Il suffit de regarder. Privilégiez la VO sur ce film-là. Moi, je pense que je retournerai le voir en VO. Et allez voir Megalopolis. C'est vraiment, ouais, c'est assez épique, hein. C'est assez épique. Ta vision est intéressante, surtout que j'aime tes goûts en temps normal, mais là, pas du tout. Bah après, oui, non, mais c'est ce que je disais, Corpo, c'est que c'est un film. Étonnamment, je pense que c'est un film, faut qu'il te parle. C'est-à-dire que concrètement, soit on adhère au truc et psychologiquement, émotionnellement, il se passe quelque chose, c'est un film à rencontre. C'est-à-dire que ça te rencontre, ça te parle. T'as du mal à rentrer dedans, ça te rencontre pas. Tu vas pouvoir tolérer la vision des autres et tu vas pouvoir voir certaines phases de mise en scène, certaines photographies, certains jeux d'acteurs intéressants, mais tu vas être hermétique et c'est vrai que tu vas te dire tiens, moi j'ai pas du tout cette vision-là, ça m'a pas parlé, je l'ai pas aussi trouvé aussi intelligent, riche et plaisant qu'on me le dit, mais personnellement moi ça m'a parlé. C'est le propre de tous les grands films à un moment donné ou les films qui font débat. Hein, je veux dire, j'ai l'affiche là juste à côté de Once Upon a Time in Hollywood. Je me souviens que Once Upon a Time in Hollywood a été globalement plutôt bien apprécié. Il y en a aussi beaucoup qui étaient très hermétiques à Once Upon a Time in Hollywood parce que ça réécrivait une réalité historique qui touchait à Charles Manson et puis à Sharon Tate et puis même à Bruce Lee. J'ai beaucoup de gens qui me disaient Bruce Lee il passe pour un gros idiot là-dedans, c'est un affront pour Bruce Lee, ceci, cela. Bah, personnellement, moi ma vision c'est que c'est une lettre d'amour à Bruce Lee. C'est-à-dire qu'il le met comme ça, etc. Puis on sent que Tarantino il se régale, il fait son style, mais il porte quand même un hommage. C'est une manière différente de voir les choses. Mais c'est des films, c'est des films à vision, c'est-à-dire et puis alors Coppola, je vous dis, moi j'ai beaucoup d'affection pour Megalopolis quand je vois les antécédents aussi quoi. C'est-à-dire que le mec à un moment donné, il a commencé à l'écrire il y a 40 ans, il a financé des films pour ça, il a mis de sa propre thune pour ça, il a hypothéqué des trucs pour ça. Il a un casting faramineux avec lui. Il redonne ses lettres de noblesse à Shia LaBeouf. C'était pas un film qui pouvait pas me plaire. J'y allais déjà en terrain conquis. Et pourtant, tu vois, Corpo, je suis pas un grand fanat de l'histoire de la Rome antique. J'en ai bouffé quand je faisais du latin, des trucs, la Grèce antique, la Rome antique, les trucs comme ça. À la limite, l'époque plus viking, anglaise, britannique, tu vois, l'époque féodale britannique ou récemment japonaise, parce que j'ai beaucoup appris aussi avec Ghost of Tsushima ou autre, ça m'intéresse bien. Alors, l'antiquité romaine, grecque ou les trucs comme ça ou machin, j'en ai tellement bouffé au collège, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Mais pourtant là, j'ai adhéré parce que je vois la manière très efficace avec laquelle il le remet au goût du jour, moderne, voire même futuriste. Et comment ça se conjugue, comment c'est subtil et comment d'un point de vue de thématiques abordées et même dans l'intelligence de l'écriture, il arrive à prendre les propos d'avant et les thématiques et les problèmes sociétaux de trahison, etc. d'avant pour les mettre au goût du jour dans la nouvelle Rome d'aujourd'hui.
qui est du coup l'équivalent de New York. Même le fait de prendre New York, c'est intelligent. Donc moi j'adore ça l'Antiquité, plus tu parles du film, plus j'ai l'impression que je vais aimer. Ah oui, non, non, mais Anaclusmos, oui, oui, carrément. Bah tu verras, les références, t'en auras peut-être même plus que moi. Bah, c'est difficile de toutes les citer en une heure, surtout après un seul visionnage. Encore une fois, c'est très dense. Mais bon, il n'y avait pas de VO malheureusement ce soir, j'irai le voir plus tard cette semaine, j'ai le seum. C'est un film, oui, c'est un film, je pensais avoir en VO. Mais dans vos séances où personne intervient, il se passe quoi? Bah, Adam Driver parle tout seul. Raison pour laquelle, justement, Marius, tu vois, je me posais des questions. Je me disais pourquoi ce cadrage, pourquoi l'écran en tout petit, pourquoi il n'y a rien derrière, pourquoi il y a des temps de latence. Moi, j'ai même pas. Ouais, non, ouais, je me suis posé des questions sur la forme. Il me semble qu'il y avait une voix off, peut-être une voix off ou quelque chose comme ça, mais je m'étais posé la question de la forme surtout. Faudrait que je retourne le voir pour voir comment ça se passe. Mais moi, j'ai surtout le souvenir de la forme. J'ai plus le souvenir de s'il y avait une voix off ou pas. J'imagine que oui, hein, à mon avis, c'est soit on pose la question avec le public, soit il y a une voix off qui répond. Mais alors, du coup, c'est vrai que tout le contexte du format de l'écran, les trucs, les machins, bah, ça perd grave de son charme. Parce que là, c'était quand même quelque chose d'intéressant, quoi, à développer. Donc c'est quand même dommage. Sur ce, je vais vous raid chez Monsoul. Je pense qu'on a fait voilà, un beau petit entretien sur Megalopolis. N'hésitez pas à aller le voir. Encore une fois, je vous dis, c'est un film qui est extrêmement riche, très dense, d'une intelligence de mise en scène assez folle, en termes de photographie, de direction artistique. Il y a aussi la direction artistique, hein, évidemment, dont il faut parler, mais la DA, le jeu des couleurs, comme vous pouvez voir sur la photo, est vraiment soigné. J'espère qu'il trouvera son public, malgré tout. On verra au fur et à mesure des prochaines semaines. Dimanche, rendez-vous pour un tournoi de mes personnalités préférées all-time, top 32, à 20h30, 21h. On verra évidemment comment ça se passe. Et puis, sinon, après, on entamera la semaine Lost. La semaine prochaine, Lost via Domus en termes de jeux vidéo, un tournoi oufoufou des personnages de Lost, et surtout la critique de Joker Folie à 2, puisque je crois qu'il sort le 2 octobre, et qu'on l'aura normalement la semaine prochaine, donc ça risque d'être une très très belle semaine. Je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine. Des bisous!